Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et prêts pour cette nouvelle semaine qui s'annonce et aussi pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le grand sujet de comment est-ce que je peux augmenter la qualité de ma vie et quel est l'un des ingrédients principaux, selon moi, qui est super important et que je trouve très très puissant. Et c'est celui de l'état d'esprit. De choisir quel est l'état d'esprit que vous avez envie de cultiver, qui sera le plus approprié en fonction de ce que vous avez envie de créer et de vivre tout simplement au quotidien. Alors ça peut vous sembler bateau, ce que je suis en train de dire là, vous êtes en train de dire « Oh super Jen, merci, alors il faut que j'ai un état d'esprit plus positif ». C'est pas nécessairement le terme que j'utiliserai. Alors bien sûr, qualitativement, l'état d'esprit que je vais vous inviter à cultiver est plus positif, mais juste de dire « Ah, il faut avoir un état d'esprit positif », moi, personnellement, ça m'a toujours mis de la confusion parce que je me disais « Mais ça veut dire quoi, plus positif ?» Ça veut dire quoi ? C'est de nouveau un terme diffus, vague. Un petit peu comme quand on dit je suis stressée. Ok, voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose de très global. Soyez positif, ayez un état d'esprit positif. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et en quoi est-ce que c'est important ? Alors, pour recadrer un petit peu tout ça, dans ce podcast, je parle souvent du modèle biocognitif, qui est que le contexte, tout ce qui est à l'extérieur de soi est neutre, en dehors de notre contrôle, et c'est vraiment notre perception de ce que l'on est en train de voir, que ce soit la météo dehors, une conversation avec les gens ou le courrier qu'on a reçu, qui va générer en fait l'émotion. Que cette émotion, c'est l'énergie qui va en fait venir teinter nos actions, qui va en fait être l'aliment ou voilà l'énergie de nos actions et qui du coup va créer un effet final, une conséquence finale, un résultat qui va commencer à perpétuer un cycle parce que généralement l'effet et le résultat que l'on crée et que l'on retient surtout, parce qu'on peut avoir un résultat final qui est plutôt pas mal, mais celui qui est retenu est celui qui vient confirmer généralement notre perception, notre système de pensée. Par exemple, si on a un système de pensée et de croyance qui s'articule autour de la valeur perfection, bienfait, exigence extrême, eh bien on va générer aussi le système de croyance que tant que ce n'est pas du 100% nickel, parfait, eh ben ça ne vaut rien. Et puis qu'on n'est pas capable, et puis qu'on a un problème, et puis que de toute façon on est nul. Voilà. Et puis que du coup, quand on est face à une situation, un contexte, que ce soit un examen, un projet que l'on doit rendre, on a de toute façon ce système de pensée, de croyance articulé autour des valeurs de ça doit être parfait, ça doit être le meilleur travail du monde, exigence et standards, excellence à 200%, qu'on va se mettre du coup beaucoup de pression parce que ça va être comme ça, donc on va se sentir sous pression, lourd, puis du coup on va faire ces actions de cette manière-là, ça va être très bien, puis on va créer un résultat qui est excellent, mais qui selon les standards de la propre personne, elle va juste remarquer le truc qui était pas bien. Peut-être même pas dans le résultat final, peut-être c'est dans la manière dont ça a été fait. Le processus de création, c'est très fréquent. Et qui du coup vient confirmer ce genre de schéma-là, qui est un schéma qui finalement est saboteur et puis qui entraîne la personne dans une mésestime perpétuelle, est aussi un schéma qu'elle entretient, avec ses exigences, avec ses valeurs, avec c'est comme ça que ça doit être, point. Et l'invitation que j'ai là, c'est si vous voulez commencer à créer d'autres résultats dans votre vie, c'est très difficile de faire cela sans ajuster son schéma intérieur, ses systèmes de croyances, de pensée, qui finalement, tout cela peut être englobé dans le terme de votre état d'esprit. Alors un autre exemple, c'est que parfois en consultation privée, dépendamment de l'histoire des personnes, c'est vrai qu'on a plusieurs séances où on est dans l'analyse
de la problématique, de ce qui se passe, de s'autoriser à mettre des mots sur ce que la personne est en train de vivre et a vécu toutes ces années, parce que c'est la première fois qu'elle va voir quelqu'un ou que c'est la première fois qu'elle aborde ces sujets. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut laisser cet espace pour un petit peu ouvrir cette histoire, la laisser s'aérer, identifier, mettre des mots, comprendre. C'est une étape. Elle est très importante. D'ailleurs, tout ce qui est de la psychothérapie, elle vient se reposer là-dessus. Et avoir une conscience de soi passe aussi par la case comprendre son histoire. Et comprendre comment son histoire a pu venir taper sur des schémas, des systèmes de croyances, des valeurs, et puis qui ont créé, et que ça a créé du sens automatiquement, parce que c'est un petit peu ça ce qui se passe. Comme les événements, les situations, les contextes sont neutres, et en dehors de notre contrôle, c'est vraiment comment en fait on les interprète, et le sens qu'on leur donne et qu'on crée pour ces choses qu'il faut faire émerger et avoir conscience qu'une partie de nous, à une époque, à un moment donné, interprétait ce genre d'attitude de la part d'une autre personne comme étant une attitude de manque de respect, de moquerie, par exemple. Donc, il y a vraiment cette première étape où, voilà, je fais connaissance avec mon histoire, je prends conscience des mécanismes, je mets des mots, j'identifie, je clarifie. Très important. Et ensuite, il y a l'étape où il n'y a plus besoin de faire ça parce qu'il n'y a plus rien à trouver. Et c'est là où peut-être on peut tout d'un coup s'enfermer dans un système où il faut qu'on continue de creuser parce qu'il faut qu'on comprenne vraiment dans le moindre millimètre. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais l'idée qui me vient là, c'est l'idée d'un espèce de rongeur un peu névrosé qui est en train de vraiment garder toutes ces petites graines et puis dire « Ah non, il faut que je dois continuer de creuser, peut-être que je vais trouver la belle graine. » Non, et à un moment donné, vous avez fait le tour de l'histoire, de votre histoire, à ce moment-là, avec le champ de conscience et le niveau de conscience que vous avez à ce moment-là dans votre vie. Et que du coup, la prochaine étape, c'est de commencer à regarder au niveau de solutions, de ce qu'il est possible, de choisir maintenant comment est-ce que j'ai envie de vivre. Et je transitionne et je fais le balancier, si vous voulez, entre comment j'ai envie de vivre et mes schémas habituels et par défaut. Et je transitionne et quand, hop, je reviens sur comment je faisais par le passé, en mode automatique, et bien que cela fasse émerger, mette en contraste peut-être d'autres schémas, des subtilités en plus. C'est cette idée qu'à un moment donné, le piège qui peut se passer, c'est qu'on devienne statique, qu'on devienne solidaire de notre histoire, qu'on se définisse qu'à travers notre histoire, qu'à travers ce qui s'est passé dans le passé, et que du coup, même si on a envie de changer, d'évoluer, on est prisonnier de notre histoire. D'où l'épisode sur changer son histoire. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à y aller. Maintenant, pour l'état d'esprit, c'est quelque chose qui est plus conscient dans le « je suis face à une situation, à un contexte », je remarque au bout d'un moment, ou peut-être immédiatement, dépendamment de à quel point vous êtes connecté avec vous à ce moment-là ou de manière générale. Parfois, on le remarque tout de suite. Parfois, on est un peu dedans et puis on se dit « Waouh, en fait, je suis dans mon système de pensée, de croyance qu'il faut que je me plaigne parce que c'est compliqué. Et puis que si c'est compliqué, il faut que je soupire, que je souffle, que je rouspète. » Parce que j'ai toujours vu les gens faire comme ça. C'est de remarquer l'état d'esprit automatique et puis, de la place, transitionner et délibérément, volontairement, consciemment sur l'état d'esprit que vous estimez va apporter un mieux-être ou qui en tout cas va faire que vous allez pouvoir traverser cette situation autrement que dans un état qui est bas, où vous vous sentez mal, etc. Ça, c'est une question de positionnement intérieur. Maintenant, le positionnement intérieur, juste pour être clair, parce que voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur dans ce podcast, c'est de vraiment toujours contextualiser ce que je dis, les conseils que je donne, pour pas qu'il y ait de confusion. Ce repositionnement intérieur se fait lorsque l'on est fonctionnel. C'est-à-dire que si là, vous avez besoin d'un accompagnement en individuel, plus de l'ordre thérapeutique en premier, vous faites ce travail-là.
Vous guérissez ce qu'il y a à guérir et une fois que c'est assez guéri, on commence la transition de l'état d'esprit. C'est un petit peu comme si vous vous êtes cassé une jambe. En premier, on remet la jambe, ok, on met un plâtre, on laisse les choses se reconnecter, les os refaire, les muscles se régénérer. Et puis une fois que la jambe, elle est pas encore totalement guérie, mais qu'elle est assez remise, là vous commencez la physio, là vous commencez la rééducation. Chaque chose en son temps. Vous ne commenceriez pas votre rééducation avec une fracture ouverte. Peut-être qu'il y en a qui se diraient « oui, ce serait pas mal », mais non, ça serait pas du tout pas mal du tout. Selon moi, je suis pas médecin, mais voilà. Donc, comment est-ce que vous changez votre état d'esprit ? La première étape, c'est de commencer à cultiver et à créer en fait cet état d'esprit. Et pour cela, je vous invite en fait à juste remarquer, observer quelles sont les qualités qui vous plaisent dans les personnes que vous admirez. Si vous êtes en train de me dire « mais il n'y a personne que j'admire », je vais vous répondre, il est peut-être temps de commencer à aller investiguer cela. Ça peut être des personnes que vous connaissez vraiment, comme ça peut être des personnes qui sont des personnages historiques, soit ça peut être des personnalités publiques, soit ça peut être aussi des personnages dans un livre que vous avez lu, un film, enfin bref, allez découvrir, explorer quelles sont les qualités que vous appréciez, que vous admirez chez les autres. Une fois que vous avez commencé à identifier, vous allez être très au clair sur quelles sont leurs valeurs, leurs croyances, leur état d'esprit. Alors peut-être que vous n'avez pas la confirmation, c'est ce que vous vous imaginez à propos de ce que peut-être ils sont en train de se dire. Sur quoi ils se basent pour être comme cela. Et vous méditez, si vous voulez, là-dessus. Vous faites mûrir cela. Et de là, vous vous exercez dans les choses banales du quotidien au début, et je répète cela, dans les choses banales du quotidien, par exemple, comment vous allez préparer votre petit déjeuner ou votre dîner, à être dans cet état d'esprit-là, à imaginer que vous êtes cette personne, ou un amalgame de plusieurs personnes. Et vous allez commencer à pratiquer cet état d'esprit-là dans des situations où il n'y a finalement pas beaucoup d'enjeux, de stress. C'est des situations vraiment banales. C'est comme ça que l'on exerce le cerveau. Il faut pratiquer, mes amis. C'est quelque chose que, à un moment donné, le fait de pratiquer, ça va vous faire basculer de ce qui est théorique à tiens, je commence à concrétiser puis à faire les choses. Plus vous allez pratiquer, plus ça va devenir automatique, plus à un moment donné, quand ça va être pour des situations qui sont peut-être un peu plus intenses, vous allez pouvoir, à un moment donné, remarquer que vous êtes dans l'état d'esprit par défaut, habituel, et là vous pouvez vous mettre sur pause, puis dire tiens, je vais essayer de appliquer l'autre état d'esprit, puis de voir comment en fait les choses se déroulent à ce moment-là. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est un épisode qui est plus court, mais qui j'espère est tout aussi pertinent que les autres. Je vous souhaite une magnifique semaine, journée. Si vous êtes intéressé par le programme d'auto-coaching, venez, c'est un programme qui dure 3 mois. Vous recevez à la maison, au début de chaque mois, un cahier de théorie et d'exercices pratiques. On se retrouve toutes les semaines en webinaire avec un petit groupe. Je fais exprès de garder des petits groupes, comme ça il y a réellement des échanges, puis il y a un effet de groupe qui est très important. Si vous vous dites « Ah mais je pourrais pas être là toutes les semaines », c'est pas grave parce que de toute façon on vous met un replay, vous pouvez poser des questions. C'est une manière en fait de vraiment vous mettre en action, de vous approprier cette matière, de pouvoir poser vos questions, de pouvoir échanger. Il y a aussi en fait toute la matière qui est reprise en podcast privé, donc vous n'allez pas être le nez dans un bouquin pendant des heures, c'est pas le but. Le but c'est vraiment de vous donner des outils dans le quotidien que vous puissiez commencer à les appliquer. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, c'est avec plaisir que l'on échange. De toute façon, il y a un appel gratuit de 20 minutes au début, juste pour vraiment qu'on fasse connaissance, que vous puissiez poser vos questions, que l'on puisse comprendre si c'est ce qu'il vous faut ou non. Et puis avec ça, je vous fais des énormes bisous, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.